The Giggle est terminé. Il est temps de réagir à chaud. C'est horrible. Pourquoi tu m'as fait faire ça, Julien? The Giggle est terminé, il est temps de réagir à chaud. Le docteur réalise qu'aux confins de l'univers, il a réveillé le fabricant de jouets, une entité bien déterminée à manipuler l'espèce humaine. C'est le sel qui a fait revenir le fabricant de jouets dans nos contrées. Et bien, dans cette critique, ça va être salé aussi. Ça a été super difficile de déterminer comment j'allais aborder ce à chaud, pour la simple et bonne raison que je n'arrive pas vraiment à savoir comment j'aborde l'épisode lui-même. Tous mes avis à propos de The Giggle sont, comme dirait le docteur, binaires. Pourquoi j'ai écrit cette blague? Les blagues depuis le début, elles sont vraiment trop nulles. Pour une fois que c'est pas les miennes. Il y a des trucs excellents, vraiment super bons, mais alors il y a des trucs absolument puants, qui pour la plupart relèvent pas mal de la maladresse. Mais j'ai pas forcément super envie de démarrer par du négatif, parce qu'il y a quand même du très chouette là-dedans. À commencer par le côté méta d'un épisode sur la création de la télé, ce que j'ai trouvé absolument génial, c'est une très bonne idée, surtout pour un 60e anniversaire d'une série aussi emblématique que Doctor Who, même si la résolution de tout ça est un peu facile. Vous voyez, c'est ce que je disais juste avant, en fait, pour chaque truc qui est vraiment super, il y a un truc qui contrebalance dans le négatif. Tiens, prenez Unit, excellent personnage, j'ai adoré la façon dont ils ont été écrits, mais concrètement, Unit, dans cet épisode, ça sert à rien. Et je suis aux anges de retrouver Mel, que j'adore. Et en plus, son retour est justifié, c'était génial d'avoir cette explication de comment elle a fait pour revenir sur Terre. Mais elle sert à rien. Et Twitter dans la vraie vie, avec les conspirationnistes qui se sont plus pissés, c'était brillant. Mais ça a aucune conséquence. Et du coup, idem pour la création de la télé. En fait, c'était véritablement juste RTD qui faisait du RTD, c'est-à-dire de ramener des choses un peu comme ça, pour le kiff, pourquoi pas, et de les résoudre par-dessus la jambe, voire pas du tout. Alors je sais qu'il est comme ça, qu'il fait ça tout le temps, mais là ça faisait beaucoup pour un seul et même épisode. Heureusement que tu commençais par le positif. Ouais, c'est vrai que j'ai dit que je commençais par le positif, mais je suis désolée, mais c'est ce que j'ai dit, en fait, tous les points positifs, j'ai du négatif à dire dessus. Et tout le négatif, j'ai du positif à dire dessus. C'est binaire. Arrête avec cette blague, Pauline. En plus, ça marche même pas, faut dire bi quelque chose d'autre, sinon c'est pas... Parce que bigénération, ça veut dire quelque chose, peut-être. Vous pouvez pas appeler ça birégénération. Non, bigénération, ça veut rien dire. Bref, on en reparlera plus tard. Tiens, dans le genre aussi, un peu les opposés d'habitude, Tate, Tennant, ils sont absolument géniaux. Alors, je dis pas qu'ils sont mauvais. Par exemple, David Tennant, j'ai trouvé très bon. Mais là, on a surtout Neil Patrick Harris qui se pointe, et il vole tout. Quand Neil Patrick Harris est dans la pièce, les autres n'existent plus. Alors, tant mieux, hein, parce que ça probablement que Neil Patrick Harris est un super acteur, super pointure et tout ça, mais j'aurais quand même bien aimé, dans ce dernier épisode, profiter un peu plus de Donna, par exemple. Mais du coup, concernant Neil Patrick Harris, j'ai trouvé sa prestation excellente, mais malgré ça, j'ai quand même un petit problème avec la façon dont le Toymaker est écrit. Faut savoir que le Toymaker, c'est un de mes antagonistes préférés de la série classique, que je trouve super intéressant, et j'étais vraiment impatiente de pouvoir le revoir enfin dans la New, parce que je trouve que c'était du gâchis de n'avoir jamais fait revenir ce personnage. Et si cette version, je la trouve super divertissante, j'ai pas toujours reconnu le Toymaker. Dans certaines scènes, oui, et dans d'autres, comme par exemple la scène de danse, j'avais plus l'impression de voir le maître, mais un maître avec des pouvoirs, un petit peu. Alors, est-ce que c'est dû à l'influence de la dent en or qui contient le maître dans la bouche du Toymaker? Peut-être. Tu vas trop loin, là, Pauline, je pense. Tu penses que je vais trop loin? En vrai, ça serait pas si bête que ça. Pourquoi est-ce que le Toymaker, qui est quelqu'un de super calme, de super calculateur et tout ça, qui a son côté joueur, mais qui est pas du tout le genre à aller sauter sur des tables et balancer des fleurs, moi je trouve que ce serait pas si bête qu'en réalité, c'est parce qu'il y a une influence du maître, vu qu'il a le maître dans la bouche, Julien. Le maître dans la bouche. Bon, notons quand même que le passage que j'ai préféré de cet épisode, c'est un passage qui le concerne directement, parce que c'est toute la partie qui se passe dans sa boutique, entre guillemets, c'est-à-dire son royaume. L'ambiance est là, l'esthétique aussi, et là pour le coup j'ai véritablement reconnu à 100% le Toymaker. Et si The Star Beast c'était vraiment du RTD tout craché, Wild Blue Yonder très influencé par l'air Chibnall, là, cette séquence-là, c'est vraiment du Moffat pur jus. Entre le côté labyrinthique, l'esthétique même si là forcément il y a plus de moyens, c'est plus léché, et surtout les poupées, l'usage de la peur au sein de ce royaume, je m'y croyais. Je me serais cru dans un épisode de la saison 5. Et point bonus anniversaire pour les évocations de personnages et de situations qu'a traversé le Docteur,
à la fois à ce moment-là et à la fin, même si j'avoue que je préfère le moment avec les marionnettes, que je trouve beaucoup mieux amené, plutôt que la fin où ça fait un peu name-dropping. Même si je suis contente d'avoir entendu Mavic Chen dans la bouche de Ncuti Gatwa. Ça, c'était inattendu. Une de mes frustrations vis-à-vis du Toymaker, bon, qu'il soit écrit différemment, pourquoi pas. Après tout, les personnages de Doctor Who, quand ils reviennent, ils sont toujours écrits différemment. Mais vraiment, moi, mon souci, c'est de faire revenir un être surpuissant, un éternel, qui est vraiment au-delà de tout ce que le Docteur peut concevoir et tout ça. Il peut pas le battre. Enfin, si, il peut le battre, il peut pas s'en débarrasser. Mais ça me gêne de le faire revenir pour ça, pour une résolution aussi rapide et aussi facile, même si en effet, oui, bon bah, c'est vrai que dans l'épisode The Celestial Toymaker avec le premier Docteur, en effet, c'est résolu de façon assez simple, mais on était en 1966, j'avoue qu'en 2023, je m'attendais à un petit peu plus que ça. Mais, point bonus, encore une fois, pour les effets spéciaux du Toymaker qui rentre dans sa boîte, ça j'ai trop adoré. Faut bien trouver des choses bien à dire, hein, Pauline. Bah ouais, mais c'est vrai, j'ai bien aimé cette boîte. J'ai bien aimé La aussi, petite... j'ai bien Regarde, aimé. il est plié. Tu sais, c'est comme dans les téléachats, là, où ils mettent les espèces de... Tu vois pas les Mais machins où tu pour, vas, Pauline les machins pour plier facilement les chemises. Tu passes ça sur le Toymaker et Putain, dans la boîte. Idée de truc à faire à carton pour replier, mais avec le Avec le dessus. Toymaker dessus. Et je pense que c'est pour ça que je voulais que le Toymaker soit un petit peu derrière tout ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Et aussi qu'on ait un côté méta encore plus appuyé. Parce que je voulais quelque chose à la hauteur de sa légende. Et là, bon bah c'était juste un méchant comme un autre. Bon, pour revenir un peu avant, là, sur la scène qui se passe dans le royaume du Toymaker, je l'ai trouvé visuellement sublime. Et globalement, c'est un bel épisode. Mais en fait, au-delà de cette scène-là, peut-être aussi de la scène de la danse, j'ai trouvé que l'épisode était un peu trop classique dans sa réalisation, dans son esthétique, par rapport à ce qu'on a pu avoir avec déjà The Star Beast, où il y avait cette ambiance un peu nocturne qui rapportait un vrai cachet, et surtout avec Wild Blue Yonder, où on avait vraiment une esthétique très étrange. Ouais, là, c'est vrai qu'on dirait du Marvel, quoi. Oh bah c'est Disney Who! Tu sais qu'on dirait vraiment du Marvel, en fait. On dirait du Marvel, en fait, toute la partie. Enfin, Il y avait pas que la tour des Avengers, Avengers, hein. Marvel, en plus. Mais t'es pire que moi, en fait. Ah, mais moi, je suis complètement énervé par cet épisode, quoi. C'est pas... Promis, moi je tempère. Bon, maintenant, évidemment, il y a un sujet qu'on ne va pas pouvoir louper. Il va falloir parler de la bigénération. Et non pas birégénération, comme on va tous dire, parce que ça paraît plus logique. Bref, bigénération. Sur le coup, l'idée est bonne, et l'exécution est réussie. Visuellement, c'est chouette. Et, bon, déjà, c'est rigolo d'avoir le nouveau Docteur qui se balade en slip, et aussi d'imaginer que l'ancien Docteur, eh ben, il se balade sans slip. Mais, si le concept de bigénération, en soi, il me dérange pas du tout, franchement, je suis pas du tout contre le concept, ça me gêne beaucoup plus que ça se passe avec un Docteur, encore une fois joué par David Tennant. Parce que on a encore une fois ce Docteur qui a le droit de rester, ce Docteur qui a le droit à son double, la compagne qui a le droit à son double aussi, alors que, en plus, là, pour le coup, Donna, elle avait pas l'air de le réclamer particulièrement. Ça fait vraiment juste une récompense pour les fans des Docteurs joués par David Tennant. Et en plus, ça me pose un problème vis-à-vis de Ncuti Gatwa. Parce qu'on a déjà eu le coup avec Jodie Whittaker qui était un peu éclipsée par David Tennant. Et là, on se retrouve avec l'incarnation de Ncuti Gatwa qui, pour le restant de ses jours, sera forcément vue comme un peu chaperonnée par le 14e Docteur. Normalement, une régénération, c'est un peu le moment où le Docteur se découvre, à son moment à lui, c'est son moment de gloire, c'est son heure de gloire. Et là, bah en fait, tous les moments qu'on a passés avec le 15e Docteur, qui est brillant. Vraiment, le 15e Docteur, j'ai hâte de le voir par lui-même. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est que là, on était en train de conclure l'histoire avec le 14e Docteur. Donc, à part quelques phrases où vraiment il ressort et c'est véritablement son moment à lui, eh bien, la majorité du temps qu'on a avec lui, il est focalisé sur David Tennant, et il y a même des moments où le 15e Docteur, eh ben, il est carrément hors champ. Après, il y a quand même un côté un peu... on finit la New. Du coup, on finit avec Tennant, c'est normal. Et Ncuti Gatwa aura ses moments plus tard, en fait. Mais ça, je suis d'accord. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que, du coup, quand on va voir la première phrase du Docteur, par exemple, bah, c'est une phrase qu'il dit avec David Tennant. Enfin, il y aura toujours David Tennant sur ses images de régénération. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais c'est ça qui me dérange, parce que je suis vraiment pas contre le fait de faire une fin pour la New, même si je trouve que c'est un peu maladroit, un peu trop, peut-être facile. Mais le fait que ça se fasse au détriment de l'introduction du nouveau Docteur, ça par contre, ça me dérange beaucoup, surtout quand c'est un Docteur qui est aussi attendu que Ncuti Gatwa par de nombreuses communautés. Je disais juste avant que je trouve que l'idée de conclure la New, c'est
plutôt bien, même si c'est assez maladroit dans la manière dont c'est effectué, parce qu'en fait, je trouve qu'il n'y a aucune tension dans cette fin. Pourquoi est-ce que ce docteur a le droit à son TARDIS? Pour le coup, je ne comprends vraiment pas ça. Rien que ce détail de ne pas donner son TARDIS au 14e docteur, juste, t'es censé te reposer, t'es pas censé avoir de TARDIS, reste sur Terre, tranquille, pépère. C'est super intéressant de faire tout le pamphlet sur le docteur doit prendre soin de sa santé mentale. Très bien. Sauf que, pour moi, ça pose un gros problème vis-à-vis de Power of the Doctor, avec la régénération du 13e Docteur, qui a déjà fait ce travail mental, accepte au moment de se régénérer que maintenant, il faut aller de l'avant, que maintenant, il faut positiver. Et en fait, on a l'impression que ces 3 épisodes ont été vains, parce qu'on est revenu en arrière sur la psychologie du Docteur pour en revenir au même point qu'on l'était à la fin de Power of the Doctor. Donc, de ce point de vue-là, à quoi ont servi ces 3 épisodes? Il y a aussi un côté un peu bizarre sur le fait que le 15e docteur dise au 14e docteur faut que tu te reposes maintenant, mais que lui, il part en speedant en fait. C'est trop bizarre, je trouve. De ce que j'ai compris, personnellement, à vérifier, faudra voir avec le temps, de ce que j'ai compris, en fait, le 15e docteur est arrivé trop tôt. Il était censé se régénérer plus tard, c'est pour ça qu'il y a eu bigénération, c'est dur à dire ce mot. Donc ça voudrait dire que le 14e docteur n'a pas de régénération, parce qu'il a déjà eu celle du 15e docteur. J'ai compris ça parce que le 15e docteur, il dit « Ah, les seigneurs du temps ont fait des thérapies un peu dans le désordre, machin truc », comme si lui-même avait été soigné des traumas parce que le 14e docteur avait pris soin de lui. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'à ce moment-là, il a pas encore pris soin de lui. Enfin, c'est un peu le bordel, c'est Doctor Who. Mais donc j'en déduis que l'idée, c'est que lui, il a mis ses traumas derrière lui, donc il peut repartir à l'aventure. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Mais du coup, c'est vrai que juste après le message de prendre soin de toi et lève le pied, qu'il reparte directement de l'autre côté, ça fait un peu... Mec... applique-toi tes conseils, quoi. Le nouveau docteur est vraiment très séparé de ce qui est arrivé, tu vois. Il se barre, il dit bon, j'ai rien à faire ici, moi je m'en vais, je vis mes aventures, tu vois. Il y a quand même ce côté un peu, on laisse ça derrière nous, tu vois. Mais du coup, saura-t-on un jour ce qui advient du 14e docteur? Est-ce que le but c'est de faire un spin-off sur lui et Donna et toute la famille Noble? Est-ce que c'est qu'il va devenir le curator? On sait rien, on verra bien. Ouais, moi je pense que c'est juste, voilà, c'est la fin. Hop, allez, le docteur peut se reposer, c'est sa retraite. Ou ça. Mais encore une fois, je reviens un peu sur ce que je disais sur la légitimité du 15e docteur. Personnellement, j'ai peur que le fait que ce soit encore une fois David Tennant qu'on a laissé sur le côté en disant c'est bon, il continue de vivre sa vie, j'ai quand même l'impression que les gens qui veulent décrédibiliser le 15e docteur, maintenant ils ont des armes en acier trempé pour aller dire ouais non mais c'est bon, c'est qu'une pâle copie. Alors je sais très bien que c'est pas le but de Russell T Davies d'avoir fait ça, mais je mets encore une fois ça sur le compte des maladresses qu'il a pu faire tout au long de cet épisode et tout au long de ces 3 spéciaux. Je pense vraiment que Russell T Davies n'en a rien à faire, en fait, de ce que ces gens-là pensent. Et il a bien raison. Mais je peux pas m'empêcher de penser, en fait, à Ncuti Gatwa, au retour qu'il va se prendre, et également, à toutes les communautés qui étaient à attendre véritablement ce docteur, qui sont en train de le défendre depuis des mois contre les racistes, les réacs et compagnie, et qui, là, vont se retrouver avec des gens qui vont leur dire « de toute façon, c'est pas le vrai docteur ». Et qui, du coup, vont devoir en plus se défendre de ça, comme s'ils n'avaient pas déjà assez à défendre en temps normal. Bref, on va un peu conclure ça, parce que c'est un avis à chaud, donc forcément, on est quand même assez agacé par certains trucs, alors que en soi, l'épisode, il est très loin d'être mauvais. Je pense qu'il y a un gros problème avec l'épisode, c'est qu'il y a trop de choses en 1 heure. Et finalement, je me demande si ces 3 épisodes, ça aurait pas dû juste être cette histoire, mais divisée en 3 parties d'1 heure. Alors, je serais triste de ne pas avoir eu Wild Blue Yonder, mais au moins, il y aurait eu une cohérence. On aurait un peu plus compris où ça voulait en venir. Et en plus, c'est clairement l'épisode qui fait le plus épisode anniversaire des 3. Mais du coup, je vais essayer surtout de me focaliser sur le fait que c'est un épisode qui est fun, qui est divertissant, que j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment dans cet épisode. Je sais pas si ça s'est tellement senti dans cette critique, mais oui, j'ai passé un bon moment. Moi, j'ai passé un bon moment aussi, mais il m'a tellement énervé que j'ai du mal à me dire que j'ai passé un bon moment, en fait. Mais donc voilà, l'action est là. L'humour est là, la tendresse est là, mais en fait, ce dont l'épisode manque, je trouve que ça manque un petit peu trop. Bon, vous l'avez vu, il y avait trop à dire. Je pense qu'on n'a jamais fait un show aussi long. Vous avez remarqué que la note, elle est relativement basse, elle est à peu près au même niveau que The Star Beast. Pourtant, The Star Beast, c'est une note qui, je trouve, colle bien à un épisode tel qu'il est, un épisode assez correct de Doctor Who. La note de The Giggle, il faut bien comprendre que c'est une note de déception, parce que The Giggle, je suis persuadée que c'est un meilleur épisode que The Star Beast.
Plus qu'à se retrouver pour un bilan des 60 ans où on va revenir un petit peu calmé sur les différents épisodes et voir concrètement ce que ces 60 ans ont apporté à Doctor Who. Zoubi les Arby, et on se retrouve à Noël. C'est Julien qui m'a demandé de partir en dansant, je suis désolée pour ça. Joli chapeau, en fait. Merci.